Le Texas abrite certains des animaux les plus étranges, les plus effrayants et les plus insolites dont tu aies jamais entendu parler. Cela peut paraître surprenant, mais cet état regorge de créatures que tu ne verras pratiquement jamais ailleurs. Jetons donc un coup d'œil aux plus étonnantes d'entre elles. Cette magnifique bête d'un bleu éclatant est appelée le dragon de mer bleue. Malgré ce nom impressionnant, cette créature est en fait minuscule. Elle n'est généralement pas plus grosse qu'un raisin. Tu peux le trouver sur la plage ou flottant à côté de toi dans l'eau. Mais n'oublie pas une chose. Aussi jolie que soit cette petite limace, ne la touche jamais. Un touriste a repéré quelques-uns de ces jolis dragons sur le rivage de l'île Mustang. Il s'est approché de l'un d'eux pour le filmer. Heureusement, il l'a remis à l'eau avant qu'il ne puisse le piquer. Sinon, cela aurait pu mal se terminer, car le dragon bleu des mers est venimeux. Malgré leur taille minuscule, leur piqûre peut être très puissante. Tout cela à cause de leur régime alimentaire. Leur plat préféré est la galère portugaise. Une méduse dont le venin est suffisant pour paralyser les petits poissons et les crustacés. Les dragons bleus utilisent d'abord du mucus pour neutraliser les fameuses cellules urticantes de la méduse. Ensuite, ils volent ces cellules dans les tentacules de la galère portugaise, les stockent et les concentrent dans leur propre tissu. Elles libèrent ensuite ces cellules urticantes au contact, ce qui rend leur piqûre plus puissante, voire pire que celle de la galère portugaise elle-même. Ces créatures impressionnantes sont également extrêmement sournoises. Même si leur apparence est pour le moins éclatante, elles sont des grands maîtres du déguisement. En effet, cette couleur bleu vif se trouve en fait sur leur ventre. Lorsqu'elles flottent sur le dos, elles se fondent dans l'eau. Quant à leur dos, il est gris pour camoufler ces animaux sur le fond marin. Et maintenant, un fait amusant. Un groupe de petits dragons flottant ensemble s'appelle une flotte bleue. Autre info. Les dragons bleus pondent normalement une série d'environ 16 œufs, qui mettent quelques 3 jours à éclore pour devenir des larves. Les dragons de mer bleue atteignent rarement le rivage. Ils ont un corps mou, et lorsque les animaux traversent enfin la zone de déferlement et sont déposés sur le rivage, ils sont déjà en morceaux. Mais attention, même dans ce cas, le venin contenu dans leur corps ne se dissipe pas. Mais bien sûr, les dragons de mer bleue ne sont pas les seuls animaux insolites qui peuplent le Texas. Regarde donc cette créature cauchemardesque, vénéneuse, visqueuse et quasiment immortelle. Je te présente le ver marteau. Et le pire ? Il se cache peut-être dans ton jardin pendant que tu regardes cette vidéo. Tu peux facilement reconnaître ce ver à sa tête effrayante en forme de pic. Il ne ressemble à aucun autre invertébré que tu connaisses, ni à aucune autre créature. Au début, on ne le trouvait que dans l'est du Texas. Mais par la suite, les chercheurs ont repéré ces créatures qui font froid dans le dos dans le nord, le centre et le sud du Texas, c'est-à-dire partout sauf dans les zones arides de l'ouest du Texas. L'un des aspects les plus terrifiants de ce ver est sans doute sa longueur. Cette créature peut atteindre une longueur de 30 cm. Heureusement, de tels géants ne sont pas très courants. La plupart des vers à tête de marteau ne mesurent que 15 cm. Au Texas, on peut rencontrer 2 espèces de ces vers, toutes deux dotées d'une bande sombre au milieu. La plus grande de ces 2 espèces se nourrit de vers de terre, ce qui constitue un problème important. Tu sais peut-être que les vers de terre jouent un rôle important dans le maintien d'un sol riche en minéraux et globalement sain. S'ils disparaissent, les plantes de ces régions ne recevront pas les nutriments dont elles ont besoin. Même pour les humains et les animaux domestiques, rencontrer un ver marteau n'est pas non plus une expérience des plus agréables. Les marteaux sont les seuls invertébrés terrestres qui sécrètent une neurotoxine très dangereuse, la même que celle produite par les poissons globes. Grâce à la taille du corps humain, toucher un ver marteau ne te fera pas trop mal. Mais il peut quand même provoquer des picotements dans la main, voire l'engourdir. C'est beaucoup plus dangereux pour les animaux domestiques. Il est arrivé que des chiens mangent des vers à tête marteau et se sentent malades toute la journée. Il est intéressant de noter que ces vers sont originaires d'Asie du Sud-Est. Mais ils ont dû apprendre à faire de l'autostop puisque, au début des années 1990, on les trouvait déjà aux États-Unis. Garde à l'esprit que si tu veux te débarrasser d'un ver marteau, ce qui est la meilleure chose à faire, la pire idée est de le couper avec une pelle. En effet, les vers se reproduisent en se découpant en 2.
Ainsi, en le coupant, tu multiplies en fait la population de vers, en transformant un ver en deux. C'est la raison pour laquelle les requins-marteaux sont parfois décrits comme immortels. Ce qui est un peu exagéré puisque ces créatures ne peuvent pas survivre au vinaigre ou au sel. Même si tu es à l'abri du ver-marteau dans l'ouest du Texas, cela ne veut pas dire que tu ne risques pas de rencontrer un autre animal dangereux, comme le pisse-vinaigre. Ces creatures sont également connues sous le nom de uropiges, et ce ne sont pas de vrais crustacés. Ce sont des arachnides. Qui l'aurait cru? Quoi qu'il en soit, ces bestioles à 8 pattes ont une morsure vraiment désagréable. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Ce sort de homard terrestre, prépare-toi, pulvérise avec leur queue de l'acide à 85%, semblable à du vinaigre. La plupart du temps, elles le font pour se protéger. Mais c'est tout de même un geste peu amical, n'est-ce pas? Une langouste peut également pincer un doigt qui s'est approché trop près avec ses grosses excroissances buccales. À la base de leur abdomen, les pisse-vinaigres ont une longue queue en forme de fouet. C'est pourquoi ces arachnides sont souvent appelés whip-scorpions, bien qu'ils ne soient pas apparentés aux scorpions et qu'ils n'aient pas de dents. Les pluies d'été attirent ces arachnides hors de leur terrier à la recherche de nourriture et d'amour. Heureusement, les experts affirment que ces fausses langoustes ne sont pas toxiques pour l'homme, mais elles risquent fort de faire un peu de mal avec leurs grandes pinces qu'elles utilisent pour capturer les insectes. Les pisse-vinaigres peuvent être considérés comme utiles car ils mangent des mille-pattes, des grillons, des scorpions et des cafards. Ils chassent en détectant les vibrations de leur proie à l'aide de leurs longues pattes avant. Comme ces bestioles préfèrent sortir à la nuit tombée, il est peu probable que tu en vois une à la lumière du jour. Mais si tu tombes sur l'une d'entre elles, regarde-la bien. S'il s'agit d'une femelle, il se peut qu'elle porte 7 petits sur son dos. Tu as l'habitude de prendre des autostoppeurs en te rendant au travail? Dans ce cas, tu devrais prendre connaissance de l'arnaque de l'autostoppeur sur la route. Il s'agit d'une escroquerie qui vise les conducteurs peu méfiants. L'escroquerie commence généralement par une personne qui se fait passer pour un autostoppeur et fait signe à une voiture sur le bord de la route. Elle peut prétendre être en détresse ou avoir besoin d'un chauffeur pour se rendre dans une ville voisine. Dans certains cas, l'autostoppeur peut demander au conducteur de s'arrêter à un endroit précis, comme une station-service ou une supérette, où il disparaîtra avec l'argent ou d'autres objets de valeur qu'il aura volés. Cette escroquerie peut également se dérouler en équipe. Un groupe de personnes fait signe à une voiture et demande à être pris en stop. Une fois la voiture en route, ils menacent le conducteur et volent de l'argent, des objets de valeur, voire la voiture elle-même. Il est important d'être conscient de cette escroquerie et d'être toujours prudent lorsque l'on prend des gens en stop. Il est préférable d'éviter de donner de l'argent ou d'autres objets de valeur à toute personne qui prétend avoir besoin d'un transport, et de ne jamais s'arrêter à un endroit qui n'est pas sûr ou familier. Les autostoppeurs ne sont pas le seul motif d'ennui sur la route. Une tranche de fromage n'est pas quelque chose que tu t'attends à trouver sur ta voiture garée, n'est-ce pas? Pourtant, c'est peut-être le signe d'une situation dangereuse. Une femme a raconté cette expérience en ligne, pensant qu'il s'agissait d'une simple farce faite par un jeune du quartier. Elle a décidé d'appeler une amie et de lui demander de l'aide pour nettoyer la voiture. Mais lorsque les deux femmes ont commencé à enlever le fromage fondu sur le pare-brise, elles ont vu quelque chose d'étrange à proximité. Elle se souvient avoir vu arriver une camionnette blanche. À l'intérieur se trouvaient plusieurs hommes qui les regardaient avec méfiance. Comme elle n'était pas seule, elle a jugé qu'il n'y avait pas de danger à finir de nettoyer la voiture. Même si elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée d'être dévisagée, il leur a fallu près d'1 heure pour gratter le fromage qui avait fondu sous l'effet de la chaleur. Elle s'est tout de même demandé s'il ne s'agissait pas d'une tactique pour voler une personne. En effet, la plupart des gens seraient tellement concentrés sur le nettoyage de leur voiture qu'ils seraient indistraits et ne garderaient pas un œil sur les objets qu'ils ont laissés dans la voiture, comme les sacs, les portefeuilles ou même les articles récemment achetés. Parfois, il pourrait s'agir d'une stratégie d'enlèvement. Le fromage collant obligerait la personne à se concentrer sur le nettoyage de la voiture et l'empêcherait de voir les personnes suspectes qui s'approcheraient d'elle en temps voulu. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, si jamais tu vois un morceau de fromage sur ta voiture, autant le laisser tel quel, tant qu'il ne te bloque pas la vue et qu'il n'affecte pas vraiment ta conduite. Le plus sûr est de le nettoyer à la maison. Ou alors, il faut se rendre à la station de lavage la plus proche, qui saura comment nettoyer au mieux le véhicule sans abîmer la peinture. Bien sûr, l'arnaque du morceau de fromage sur une voiture n'est peut-être qu'une coïncidence.
Mais certaines escroqueries sont plus légitimes, comme la suivante, qui est une méthode assez inhabituelle pour s'emparer des voitures des autres. Si tu remarques un t-shirt ou un sweat à capuche sur ton pare-brise, ou même enroulé entre tes balais d'essuie-glace, ne t'empresse pas de t'en débarrasser. Là encore, il peut s'agir d'un objet délibérément placé là pour détourner ton attention pendant qu'on t'enlève ta voiture. Pars aussi vite que possible, si tu le peux, et rends-toi dans un endroit sûr, bien éclairé et peuplé de gens. Là, tu pourras retirer sans risque l'objet qui se trouve sur ta voiture. Certaines personnes ont même trouvé de l'argent sous leurs essuie-glaces. Il est assez évident que ceux qui l'ont laissé là avaient probablement la même intention. Il existe des méthodes efficaces pour réduire les risques de se faire voler sa voiture. Lorsque tu gares ta voiture, fais en sorte que tes pneus soient tournés vers le trottoir. Si les roues de l'auto sont dans cette position, les voleurs ont moins de chances de pouvoir se déplacer avec le véhicule. Ils verront que la voiture nécessite plus de temps et d'énergie pour être bougée, et elle deviendra donc une cible moins intéressante. Malheureusement, les escroqueries sur la route sont assez courantes, et l'une des plus répandues est la fameuse arnaque à la dépanneuse. Cette escroquerie consiste à laisser de l'huile, des clous métalliques ou des éclats de verre sur la route et à attendre que les conducteurs tombent dans le piège. Si une telle pratique endommage la voiture, les escrocs surgissent de nulle part et te proposent des services de remorquage à des prix extrêmement élevés. Ils essaieront de faire pression sur toi pour que tu utilises leurs services, car la plupart du temps, ils placent ces pièges à des endroits stratégiques. Ils font en sorte que les gens soient isolés dans des endroits où la visibilité est réduite et où il n'y a pas de station-service en vue pour évaluer les dégâts occasionnés à la voiture. Si par exemple le remorquage est la seule option possible, le remorqueur en profitera pour emmener la voiture dans des ateliers non agréés par ta compagnie d'assurance. Cela signifie que tu devras payer encore plus d'argent pour récupérer ta voiture. Si tu conduis depuis assez longtemps, tu sais que le conducteur qui percute un autre véhicule par l'arrière est toujours responsable. En effet, il convient de toujours garder une distance confortable par rapport à la voiture qui précède, afin de pouvoir s'arrêter en toute sécurité en CA d'urgence. Certains escrocs en profitent pour freiner brusquement à plusieurs reprises, provoquant ainsi une collision. Cette tactique dangereuse est utilisée pour obtenir de l'argent pour de prétendus dommages et même pour de faux frais médicaux. Pour éviter d'être victime de cette escroquerie, il convient de réduire sa vitesse et de garder une distance de sécurité, en particulier avec les véhicules suspects ou les conducteurs chaotiques. Si un escroc continue à t'importuner dans la circulation, la meilleure chose à faire est de te rendre au poste de police le plus proche et de le dénoncer. Prenons un exemple. Tu es en train de rouler sur la route et soudain, un motard attire ton attention et te fait remarquer que tes roues fument. Tu t'arrêtes rapidement sur le bas-côté de la route. Le motard se propose alors de t'aider en appelant un mécanicien pour qu'il vérifie tes roues. Étonnamment, le mécanicien arrive très vite, mais il désactive ton système de freinage pendant qu'il inspecte la cause de la fumée. Il te demande ensuite de tester tes freins, qui ne fonctionneront évidemment pas puisqu'il les a déjà désactivés. Faisant semblant d'être serviable, il te propose de réparer tes freins, mais il te demandera un prix énorme pour cela. Morale de l'histoire, reste fidèle à ton mécanicien ou à ta société de remorquage de confiance. On ne sait jamais qui on peut rencontrer sur la route. Certaines escroqueries ne sont même pas authentiques, mais constituent des légendes urbaines. De nombreuses personnes affirment avoir vu le Wrong Way Man, ou l'homme qui roule à contresens, sur les routes. Une version de cette histoire mentionne un homme coincé dans une rue à sens unique, provoquant le chaos et la confusion, alors que les autres conducteurs tentent de l'éviter. On dit de cet homme qu'il est fou et dangereux, avec un regard sauvage dans les yeux et un penchant pour la conduite imprudente. D'autres versions disent qu'il ne conduit même pas, mais qu'une fois que tu vois cette personne mystérieuse sur le bord de la route en rentrant chez toi, tu dois faire demi-tour et éviter de retourner dans ta maison pendant au moins une semaine. Autrement dit, quelque chose de grave pourrait se produire. Il existe d'innombrables récits d'accidents évités de justesse avec ce mystérieux personnage. Certains disent même qu'ils ont été frappés par l'homme et qu'ils ont subi de graves blessures. Malgré les nombreuses observations et histoires, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence réelle de l'homme qui roule à contresens. De nombreux experts pensent que cette légende n'est qu'une simple mise en garde, destinée à rappeler aux gens qu'ils doivent faire attention à ceux qui les entourent et conduire prudemment. Cependant, la légende persiste et continue d'être transmise de génération en génération, ce qui en fait l'un des mythes urbains les plus tenaces de tous les temps. Au cœur d'une forêt dense,
Une personne entreprend une randonnée en forêt, s'enfonçant dans les profondeurs mystérieuses de cette nature sauvage. Mais il ne s'agit pas d'une promenade ordinaire à travers les bois. Elle va bien vite prendre un tour étrange, pour ne pas dire franchement inquiétant. Notre protagoniste, une lueur d'audace dans le regard, découvre un terrier caché dans l'ombre. La curiosité l'emporte sur la peur, et notre explorateur s'en approche. Ce n'est pas un terrier quelconque, c'est celui d'un renard. Et si c'était une mauvaise idée, et qu'il fallait mieux s'enfuir? Pendant la joyeuse saison printanière, lorsque la nature s'anime d'une énergie vibrante, les renards poursuivent toujours le cycle complexe de la vie. C'est à cette époque que les renards recherchent le confort de leur sanctuaire souterrain. Le reste de l'année, lorsque le monde alentour est luxuriant, le renard préfère se prélasser au soleil et passe tout son temps en surface, sauf lorsque le temps se gâte. C'est dans les conditions les plus défavorables qu'il se réfugie dans son terrier, à l'abri des intempéries. Ces terriers de renards ne comportent généralement que quelques entrées, parfois recouvertes de terre et de débris épars. Pendant les mois d'hiver, les renards s'affairent à creuser avec diligence de nouvelles galeries en prévision du printemps à venir. Parfois, parmi les vestiges de leur voyage souterrain, on retrouve des restes de renards morts, témoignant du cycle sans fin de l'existence au sein de ces complexes réseaux souterrains. Si l'on explore les environs d'un terrier de renard, on remarquera des traces fraîches de repas à l'extérieur des terriers pendant les mois d'avril à juin. C'est à cette période, lorsque les renardeaux enjoués honorent la forêt de leur présence, que l'on peut trouver des vestiges de leur festin, un signe certain de cette nouvelle vie qui se développe. À quoi ressemblent donc ces terriers? Après tout, ce ne sont pas les seuls animaux qui ont des tanières dans la forêt. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Les terriers de renards, demeures impénétrables de ces êtres espiègles, sont généralement situés dans des zones où la verdure est abondante. Ces animaux peuvent se tapir sous les branches d'un arbre ou se réfugier sous d'imposants rochers. Si tu tombes sur un petit trou douillet qui semble taillé sur mesure pour un renard, et que tu humes cet arôme incomparable accompagné d'autres indices révélateurs comme des os éparpillés, c'est que tu as probablement découvert une tanière de renard. Hélas, mon curieux ami, il n'y a pas de recette infaillible pour savoir où ces rusés canidés choisissent d'établir leur tanière. Ils possèdent une étonnante capacité d'adaptation à divers environnements, qu'il s'agisse de prairies ouvertes, de forêts denses ou même de l'impitoyable toundra. Imagine un peu, le terrier d'un renard se compose d'au moins 4 ou 5 parties. Il y a l'entrée principale, le tunnel d'accès, la tanière principale et une chambre secrète qui sert de réserve de nourriture. Selon la taille de la meute, il peut y avoir des chambres supplémentaires pour accueillir toute la famille de renards. Visualise maintenant l'ouverture de la tanière d'un renard. L'entrée et le tunnel d'accès forment un couloir qui s'enfonce d'1 à 3 mètres sous terre, connectant le monde extérieur au refuge douillet qui s'y trouve. Ah, mais ce n'est pas tout. Les renards, en administrateurs avisés, stockent tous les trésors qu'ils ont trouvés dans leur tanière. Oui, ils ont leur propre cache de nourriture où ils dissimulent toutes ces délicieuses trouvailles. Le nombre de chambres dans la tanière peut varier en fonction de la taille de la meute, car ces animaux rusés veillent à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour mettre bas et élever leur adorable marmaille. Ils peuvent même creuser des tunnels supplémentaires et créer d'autres entrées, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Parlons maintenant d'affaires culinaires. Les renards sont des gourmets avertis qui stockent de la nourriture en grande quantité, prêts à affronter l'hiver et la saison des amours. Pour autant, ce ne sont pas des accapareurs. Ils mettent généralement de côté juste ce qu'il faut pour les temps à venir, étant donné qu'ils n'ont pas la chance de trouver une proie fraîche tous les jours. Les baies et les fruits ornent souvent leur garde-manger, tandis que ces carcasses délectables sont au centre de leur menu gastronomique. Tu es curieux de savoir si les terriers des renards sont proches les uns des autres? Si la terre est riche en nourriture et en eau douce, on peut parfois trouver 2 ou 3 tanières dans un rayon de 25 km². En revanche, si les ressources sont rares,
Il te faudra peut-être étendre tes recherches à un rayon de 50 km² pour trouver un terrier. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Les renards, fidèles à leur nature débrouillarde, ont souvent plusieurs tanières. Ils conservent leur tanière principale, souvent appelée tanière natale, et la valeur sentimentale qui va avec. En outre, ils gardent une tanière de secours pour faire face à des circonstances imprévues. N'oublions pas non plus leur capacité à s'approprier ou emprunter les tanières abandonnées. Ce sont des petits malins, n'est-ce pas? Parlons maintenant de ces merveilleux animaux. Les renards se déclinent en une multitude d'espèces, de variations et de tailles disséminées à travers toute la planète. Mais la vedette est le renard roux, que l'on trouve sur tous les continents, à l'exception des glaces de l'Antarctique. Si la plupart des renards préfèrent la tranquillité des paysages ruraux, ne sois pas surpris de les voir s'aventurer dans les zones urbaines et suburbaines, où leur chemin peut croiser celui de l'homme. Ah, les rencontres entre le renard et l'homme, c'est l'histoire de deux extrêmes. Certaines âmes bienveillantes tentent de gagner la confiance de ces animaux, en leur offrant des friandises et en les amadouant. D'un autre côté, il y a ceux qui tremblent à la simple vue d'un renard, craignant leur nature féroce et farouche. Imagine maintenant ce scénario. Que se passe-t-il si un renard s'approche de toi ou même t'attaque? En règle générale, les renards ne constituent pas une menace pour l'homme et n'ont pas de mauvaises intentions. Ils préfèrent se régaler de petits mammifères ou de poules, réservant leur agressivité à la chasse ou à leur propre défense. Pourtant, des cas de confrontation entre humains et renards ont été signalés, parmi lesquels quelques incidents. Il est donc essentiel de connaître les mesures à prendre si un renard s'approche ou se jette sur toi. Les renards peuvent en effet être domestiqués. Pourtant, ils restent essentiellement sauvages, et leurs actes peuvent se montrer tout à fait imprévisibles. Ils peuvent embrasser temporairement la captivité, puis revenir à leurs instincts primaires lorsqu'ils se sentent acculés, menacés, tiraillés par la faim ou tout simplement effrayés. Naturellement, les renards nous considèrent comme des menaces potentielles, et il est dans notre intérêt de faire preuve de la même prudence. N'essaye jamais d'approcher un renard, même s'il semble amical et docile, car son tempérament peut changer en quelques secondes et te prendre au dépourvu. Évite les mouvements brusques et résiste à l'envie de te rapprocher, car cela pourrait agiter ou effrayer notre ami renard. Dans la plupart des cas, lorsqu'un renard aperçoit un homme à proximité, il prend rapidement la fuite ou se cache. Toutefois, si tu te retrouves à affronter un renard, la meilleure marche à suivre est de faire un pas en arrière et de lui laisser l'espace dont il a besoin. Si un renard persiste à s'approcher ou si tu en rencontres plusieurs à la fois, eh bien l'ami, éloigne-toi d'eux et laisse-leur leur territoire. N'essaye pas de les approcher ou de les nourrir, encore moins à la main. Laisse-les vaquer à leurs occupations de renard, pendant que tu les observeras de loin. Si un renard se retrouve piégé, par exemple en entrant dans ton garage, il est impératif de rester calme. Évite d'élever la voix ou de provoquer une agitation inutile, car cela pourrait inciter le renard à t'attaquer. Au contraire, reste silencieux, garde une distance respectable avec l'animal et offre-lui un moyen de s'échapper. Veille à ce que les portes et les fenêtres ne soient pas obstruées, afin de rendre au renard la liberté tant recherchée. En temps voulu, il s'échappera aussi vite qu'il est venu. Toutefois, si la chance ne te sourit pas et que tu te retrouves dans la situation malheureuse d'une attaque de renard, n'oublie pas de garder ton calme. Abstiens-toi de lâcher ton chien dessus ou de le poursuivre. Laisse le renard s'en aller de lui-même. Si ce dernier persiste et refuse de reculer, un grand bruit ou quelques battements de mains peuvent ne suffire à le faire fuir. Et tu peux maintenant profiter de ta balade la forêt.